tous et bienvenue à la conférence de presse de fin de saison de notre président Pablo Longoria, auquel je vais laisser tout de suite la parole pour une brève introduction et nous procéderons ensuite à la conférence de presse avec vos questions. On va attendre une seconde. Bonjour à tout le monde. Comme je dis toujours dans ce type d'exercice, conférence de presse de fin de saison, faire un peu le bilan. Tout le temps à vous, conférence de presse, comme beaucoup d'entre vous déjà connaissez, ça limite de temps, ça limite de questions. Donc, à vous de commencer. Pablo, bonjour. J'ai deux questions pour commencer, s'il te plaît. La première est d'ordre un peu général sur la saison sportive du club. J'imagine que tu tires un bilan positif de la saison qui vient s'écouler parce que les objectifs ont été atteints. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et par quels états tu es passé tout au long de la saison? C'est un peu général, bonjour. La question importante, c'était toujours de voir quels étaient les objectifs qu'on s'est fixés en juin dernier, dans le moment qu'on a signé notre coach, on a lancé ce projet de 3 années. La question importante, c'était de retourner à jouer la Ligue des Champions comme objectif prioritaire, ce que j'ai donné au commencement de la saison au coach. C'était de finir entre les 4 premières des championnats. Donc, dans ce moment dans lequel on peut finir la saison comme deuxième du championnat, je suis plus que satisfait. Je suis très content avec les résultats finaux de la saison. Naturellement, une saison s'est toujours fait, comme dans le monde du sport, dans le monde du football, de différents moments pendant la saison. En général, je suis très content. Cette question du championnat, c'était quelque chose d'important pour nous de retourner à jouer la Ligue des Champions, pour entrer dans ce cycle économique que malheureusement pour la situation actuelle du championnat à niveau commercial, ça conditionne beaucoup l'économie du football pour les clubs français de participer dans les différentes compétitions européennes. Ça, c'était un objectif majeur. Au même moment, on regrette toujours ces matchs ici au Vélodrome et les pénaltys contre Lille en coupe, spécialement parce qu'on avait ce type d'ambition aussi de pouvoir arriver jusqu'à le plus loin possible dans la Coupe de France. Ça, c'était malheureusement pas réussi, spécialement contre une très bonne équipe de Lille en coupe. Il faut se dire les choses, qu'on a pris Lille dans un très bon moment de la saison pour eux, avec un bon football. Je suis très content de la saison actuelle. Je crois que Mehdi Benatia, après le match contre les Havre, il a utilisé un bon mot, que c'est soulagement. Je crois que ce niveau de tension pendant la saison, on peut rentrer en détail plus tard, c'était quelque chose dans lequel, pour nous, est important aussi de savoir comment se relever dans les moments de difficulté. Je suis fier de l'équipe, je suis très fier du comportement et comment nos joueurs et les groupes sportifs ont réagi dans des différents moments peut-être difficiles pendant la saison. Et je tiens à remercier naturellement tous les staffs sportifs, Mehdi Benatia en première, les coachs, les joueurs, spécialement pour cette saison qu'on a fini d'une bonne façon. Et ma deuxième question est un peu plus personnelle. Depuis quelques jours déjà, l'avenir de Roberto De Zerbi, du coach, agite pas mal les conversations, pas mal les discussions. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des certitudes sur le fait que Roberto soit encore en poste la saison prochaine? Et qu'est-ce que tu peux lui garantir pour que ça puisse se faire? Naturellement, ça fait partie aussi des discussions de fin de saison. Non? Faire un bilan avec les coachs, c'est toujours un bon exercice pour se raconter toutes les choses positives, négatives,
les choses à améliorer, les choses à lesquelles donner de la continuité pour l'avenir. Naturellement, la relation toujours club-coach, c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur avoir des objectifs en commun, sur construire tout le monde en commun. Avec Roberto, on a commencé un cycle qu'on voulait fixer avec un contrat de 3 ans, ce n'était pas le cas habituel dans l'Olympique de Marseille pendant les dernières saisons. Dans le moment qu'on construit un projet, ce projet c'est toujours basé sur la confiance, c'est toujours basé pour avoir des objectifs en commun. Je crois que tout le monde on est dans un bon endroit, sincèrement, dans lequel c'est toujours les différentes volontés. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument oui. Roberto il s'est déjà exprimé, où il a fait voir sa volonté de continuer au club, dans lequel on doit avoir beaucoup de discussions. Naturellement, et je répète, on part dans un bon point dans toutes les différentes conversations pour bien analyser toutes les différentes situations et de chercher de construire l'avenir ensemble et dans lequel, sincèrement, si la volonté en commun de tous les partis, comme je crois que c'est le cas, dans ce moment, il faut toujours ajuster, voir comment on peut projeter la suite ensemble. Mais dans ce moment, je crois que dans le moment que toutes les volontés vont dans la même direction, naturellement, dans la vie, c'est beaucoup plus facile. Vas-y Flo. Pablo, bonjour. Je voulais savoir à ce sujet concernant l'avenir de Roberto De Zerbi, si vous voulez être fixé très rapidement, peut-être même cette semaine, voilà, quand est-ce que vous estimez qu'il faut savoir à 100% que l'avenir s'inscrit avec lui en tant qu'entraîneur pour justement travailler sur l'effectif et la prochaine saison. Merci. Avec le timing, on ne va pas faire une telenovela toutes les semaines dans lesquelles on se dit oh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Naturellement, que toutes les conversations fin de saison, toujours il faut avoir le bon timing, non, dans les différentes conversations. Et pour bien projeter un avenir ensemble, que c'est la chose que naturellement tout le monde en souhaite, pour la stabilité du club, pour chercher de donner de la continuité à beaucoup de bonnes choses qu'on a fait pendant cette saison. On va faire redescendre un peu le niveau d'adrénaline, on peut dire, que c'est habituel dans ce club, pour avoir une conversation posée, sans avoir des émotions, seulement dans l'analyse, et dans lesquelles, naturellement, tout ce type de conversations ont déjà commencé. On ne va pas se dire toujours que comment projeter un avenir, c'est une chose que ce n'est pas programmé, non? C'est quelque chose qu'on doit donner continuité à beaucoup de conversations qu'on a déjà eues, mais dans une ambiance un peu différente, un peu plus sans l'adrénaline, en sortant du quotidien pour mettre tout le monde la tête à comment on construit l'avenir du club. Nico. Oui, Pablo. 2 questions, s'il vous plaît. Concernant l'effectif et vos ambitions pour la saison prochaine, voilà, comment vous imaginez le construire? Est-ce que parmi l'effectif actuel, il y a des joueurs que vous souhaiteriez absolument garder? Je sais que dans votre jargon intransférable, ça risque pas d'exister, mais est-ce que, voilà, style Rabiot, Greenwood, je sais, est-ce qu'il y a des noms sur lesquels vous voulez vous appuyer parmi forcément ceux que vous avez déjà? Et dans quelle proportion vous imaginez, on va dire, changer votre effectif? Naturellement, quand tu finis deuxième et quand tu t'inscris dans un cycle dans lequel tu veux faire une construction graduelle de ton effectif, aussi de tes possibilités sportives, c'est normal de chercher de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif. Ça, c'est quelque chose que, une qualification en Ligue des Champions, ça nous le permet, et c'est quelque chose dans lequel on est fier. Donc, un peu comme base de planification pour l'avenir, c'est de chercher de garder les éléments les plus importants au sein du club, sans faire une personnification dans ces réponses. Après, on peut rentrer, et je répète, dans les détails, dans des différents cas individuels dans lesquels je ne vais pas faire la langue de bois, comme vous dites ici en France. Mais c'est important de donner une continuité à une base que ça nous a donné des bons moments de football. Le coach, il a dit dans des différents moments, on n'est pas aux 100% avec les typologies de football qu'on fait, mais je crois que cette saison,
Il y a des différents moments où on a fait du bon football. On s'est amusé. On a réussi, spécialement dans des différents matchs ici au Vélodrome, à donner beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de buts dans ces fins de saison, chose que c'est important. Chercher de donner cette continuité est important avec les éléments importants de l'effectif. Et au même moment, chercher de comment améliorer les choses dans lesquelles je crois qu'on a eu aussi des moments de faiblesse que ça te fait voir comment tu peux améliorer l'effectif. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. Ce n'est pas la même chose d'avoir joué cette saison 36 matchs à une saison dans laquelle potentiellement tu as déjà 42 matchs, plus un match de coupe minimum 43. On va voir trophée des champions. Ça dépend de la finale de coupe du Paris Saint-Germain et du résultat de la finale entre Paris Saint-Germain et Reims. Naturellement, dans les moments que tu joues plus de matchs, tu dois avoir une capacité dans l'effectif que c'est plus grande. Et spécialement dans les moments que tu joues des compétitions avec un objectif prioritaire que c'est de se requalifier en Ligue des Champions. Juste alors, avant ma deuxième, je prolonge légèrement cette première question. Quand vous parlez de continuité, ça veut dire que vraisemblablement il y aura moins de mouvements que par le passé, parce que vous êtes habitué à souvent renouveler assez largement votre effectif. Ça devrait être différent cette année ou? C'est une question à améliorer. Je ne vais pas donner les nombres total des mouvements qu'on va faire. Ce que je considère, c'est qu'on a besoin d'augmenter la compétitivité dans des différentes positions entre les joueurs. C'est la compétitivité entre les différents joueurs que ça te permet d'avoir un effectif. L'objectif qu'on se fixe aussi dans la planification pour l'effectif, c'est d'avoir en ligne des joueurs aussi, on peut dire des non-titulaires après. Ça c'est une saison dans laquelle tu dois te projeter, c'est la compétitivité en interne qui fixe les rôles de chacun des joueurs. Mais si tu as un fond de ton effectif et en rotation dans ton effectif que ça permet d'augmenter le niveau et la compétitivité pour jouer 2-3 compétitions pendant la saison, ça c'est la base du travail de la deuxième année. C'est d'augmenter la compétitivité au sein de l'effectif que ça nous permet d'arriver à nos objectifs dans cette deuxième saison du nouveau projet. Merci. Et ma deuxième question vous concerne un peu plus personnellement, on va dire. Au sens où forcément à l'heure du bilan, on aura personne à oublier votre réaction après le match à Auxerre. Donc voilà, nous on vous a pas vu depuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, à la fois sur la forme, puisque vous paraissiez particulièrement énervé ce jour-là, et sur le fond aussi parce que vous avez employé des mots assez lourds aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, alors que presque 3 mois se sont passés depuis ce jour-là? C'est retourner sur un moment difficile à niveau personnel. Et retourner dans ce moment avec un peu de calme et avec les passés, c'est quelque chose dans lequel je regrette énormément la forme. Non? C'est ce que j'ai dit toujours. C'est que finalement, si je me mets dans une position externe et je vois les présidents de notre club avoir ce type de réaction, la première question que j'aurais fait, je serais surpris. Un peu, vous me connaissez, j'aurais rigolé, non? C'est celle qui faisait la chose. Donc, dans les moments, je vais vous raconter, non, dans des détails. On a le temps. Je ne cherche pas d'éviter les différentes situations. On peut dire qu'avec l'adrénaline et la tension de cette saison, c'est quelque chose que tu te considères que tu es dans un parti correct pendant un moment. Jusqu'à le moment qu'à titre individuel, je me vois faire ce type de réaction et dans lesquelles je me sens complètement ridicule. Spécialement parce que je considère qu'un président du club, il doit avoir un certain type de comportement, que ça doit représenter ta institution, parce que tu es le principal représentant de l'institution. Et dans ce moment, moi, comme président, je n'ai pas représenté l'institution au niveau qu'on souhaite avoir dans ce type de club et dans les clubs et dans lesquels je suis président. Pourquoi on arrive dans cette situation? On a vu beaucoup de situations qui ont été complètement
si on peut se le permettre, non, complètement très bizarre sur certains types de comportements vis-à-vis du club depuis le début de la saison. Et ça, c'est quelque chose qui accumule à l'intérieur jusqu'à ce que ça arrive un moment que ça permet une explosion que c'est très fort. Jamais j'ai parlé de ça et je tiens à le dire aussi aujourd'hui, non? Mon type de réaction, ce n'était pas une réaction contre le monde de l'arbitrage. Même si ça a passé comme ça pendant des mois, je ne me suis pas exprimé parce que j'ai considéré que ce n'était pas le moment de mettre de l'huile sur les faits et que la question la plus importante comme président, c'était de calmer la situation et de ne pas rentrer sur les différentes tensions. C'est une situation contre le monde de l'arbitrage? Absolument non. C'est une situation plutôt générale que ça te porte à une explosion dans laquelle, sincèrement, ça aurait pu être canalisé d'une façon différente. Si je peux dire, pendant ces semaines, la chose que ça m'a plus arrasé, je le dis parce que je l'ai dit dans un radio espagnol, c'était le comportement avec la fameuse histoire de l'opérateur VAR. Sincèrement, dans le moment que tu fais du football et tu fais beaucoup d'efforts, Mehdi Benatia a fait beaucoup d'efforts, le coach il a fait beaucoup d'efforts pendant la saison. Je ne vais pas vous raconter l'été qu'on a passé, dans lequel, si on peut dire, pendant tout l'été, les nuits de sommeil ont été très courtes et les efforts ont été immenses, aussi pendant la saison. Dans les moments que tu fais du football, tu peux faire beaucoup d'efforts et il y a naturellement dans le monde du sport beaucoup de situations que ça ne dépend pas de toi directement. C'est frustrant, mais c'est le monde du sport. Dans les moments que tu ne peux pas avoir 100% total de confiance, ça devient un problème. Même s'il y a un 0,00001% de situations qui ne sont pas claires, ça devient un problème dans le monde du sport et dans le monde du football. Et je vais vous dire une chose, dans le moment qu'il peut y avoir un doute sur un opérateur VAR, un championnat sérieux, il aurait éliminé la personne pour tes matchs. Je ne dis pas, je ne juge pas les compétences, chacun, naturellement, a droit de travailler, de faire les choses qu'il veut avec sa vie privée. Mais dans les moments qu'il y a un doute envers un club, un championnat normal, il aurait évité quel que soit le type de polémique. Avant les matchs, quand je vois dans la télévision la salle VAR et qu'ils ont changé l'angle de la caméra pour éviter qu'on voit qui était l'opérateur VAR, pour moi c'est un immense, je répète, manque de respect envers le travail quotidien et envers notre institution. Ça, pour moi, et même aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Romain. Bonjour Président, je vais vous demander de faire un petit point, je suis désolé c'est un peu fastidieux, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été transférés avec des prêts avec option d'achat. Il y avait des conditions, notamment pour de nombreux transferts en cas de qualification directe à la Ligue des Champions. Donc j'imagine que automatiquement les options ont été levées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Je pense à Hojbjerg, à Jonathan Rowe, Neil Maupay. Voilà, nous dire un peu quelles sont les conditions, ceux qui sont levés, ceux qui ne sont pas levés aussi. Je pense à Dedic par exemple. Est-ce que le minutage n'a pas été atteint et il retourne à Salzbourg? Voilà, si vous pouvez nous faire un petit point sur l'effectif pour commencer. Je dois appeler le secrétaire général pour faire le point avec tous les prêts, mais allez, on y va. J'espère de ne pas laisser aucun joueur et oublier quelle que soit la situation. On a 3 joueurs en prêt avec une obligation d'achat que ce n'était pas conditionné à la présence en Ligue des Champions, que c'est le cas de Pierre Hojbjerg, c'est le cas de Jonathan Rowe et c'était le cas de Neil Maupay. Ces 3 joueurs sont des joueurs dans lesquels on a décidé de faire des différentes opérations en prêt avec une obligation d'achat, spécialement parce que, comme vous pouvez comprendre, dans une année que tu n'as pas la Ligue des Champions, tu dois chercher et tu dois reconstruire pratiquement tout un effectif. C'est un moment que c'était plutôt lié à tous les flux de cash flow, de trésorerie,
Et aussi en question comptable, de chercher de comptabiliser des achats de joueurs dans des différentes saisons comptables. Ces 3 joueurs, c'était le cas. On a des joueurs en prêt avec des options libres, que c'est le cas d'Amar Dedic, même si ça a été conditionné en 50% du minutage. Et on avait aussi la situation avec Ismaël Benacer, qui est un joueur en prêt avec une option d'achat, dans laquelle on va prendre dans toutes les différentes discussions entre Mehdi Benatia, entre les coachs, quelle va être la suite pour les différents joueurs, et dans lesquels, naturellement, pour respect pour tout le monde, on doit bien communiquer à chacun quelle est sa situation personnelle. Et j'avais une deuxième question toujours sur les contours de l'effectif, regarde les fins de contrat 2026, donc les joueurs à qui il reste un an de contrat. On sait que c'est une situation qui n'est pas souhaitable de votre côté dans un club. Est-ce que on peut être amené à repenser le modèle, notamment avec un joueur comme Valentin Rongier, en se disant bon, ça peut être une bonne chose de le garder encore une saison s'il ne veut pas prolonger, mais de le garder à ces conditions-là encore pendant un an où il va falloir prendre une décision ferme, c'est soit il y a prolongation, soit il y a transfert. Il y a toujours, et ce que je tiens à dire, c'est toujours les paroles que j'utilise. J'ai de la mémoire, non? Et je ne cherche pas à avoir de différentes situations. Je dis que moi, comme président, je ne suis pas quelqu'un que je suis dans une situation confortable avec des joueurs dans sa dernière année de contrat. C'est quelque chose qu'on a dit depuis le premier moment. Mais en même temps, j'ai toujours dit que chaque cas il doit être étudié dans une façon responsable. C'était le cas par le passé qu'on a eu par exemple avec un Sead Kolasinac dans lequel on a utilisé, on a proposé dans le moment qu'on a signé un contrat de 18 mois, si vous vous rappelez. Dans le cas de Valentin Rongier, sincèrement, un joueur qui a fait 6 saisons au club, que ça peut commencer sa 7e saison au club, un joueur si important pendant la saison, qui a donné beaucoup, qu'il s'est bien récupéré d'une blessure, que c'était une blessure très frustrante pour lui et que ça lui a mis tout l'été à chercher de récupérer bien son état de forme, et dans lequel, il faut dire une chose publiquement aussi, il a beaucoup travaillé pour retourner au niveau actuel qu'il a fait voir en Valentin Rongier. Dans la vie, un club qui ne respecte pas les gens, ce n'est pas un club respectable. Le club, il doit avoir du respect, naturellement, avec beaucoup de conversations pour un joueur comme Valentin Rongier, qui a fait beaucoup de saisons au club, que toujours avec tous les différents entraîneurs qui sont arrivés, il n'est pas parti comme les joueurs les plus importants de l'effectif, mais pendant une saison, il est devenu pour tous les coachs, au moins depuis que je suis ici au club, il est devenu un joueur toujours très important pour tous les différents entraîneurs. Donc, dans ce cas, naturellement, il y aura des discussions, comme avec tous les joueurs, comme avec tous les différents entourages, mais une conversation avec Valentin Rongier, ça serait fait toujours fait dans le respect mutuel, parce que c'est quelque chose dans lequel je tiens beaucoup comme président. Spécialement pour son comportement dans beaucoup de situations et de comment il a travaillé pour retourner à avoir son niveau. Michel. Bonjour Pablo, je vais revenir sur un petit peu ce que disait Nicolas après la sortie à Auxerre. Pour résumer, il y a eu une sortie, on va dire un coup de sang de Mehdi à Lyon, et on a vu que l'OM avait pâti un petit peu de ce coup de sang après avec des décisions arbitrales un petit peu contraires. Après votre coup de sang, bizarrement ça a changé. Est-ce que cette année, au niveau de l'arbitrage, on a eu l'impression que parfois, même si vos colères elles étaient souvent justifiées, vous mettiez un petit peu le feu tout seul? Est-ce que l'année prochaine, avec ce qui s'est passé cette année, il y aura en plus la Ligue des Champions, Roberto, Pablo, Mehdi, ces 3 caractères assez volcaniques, vous allez un petit peu peut-être calmer le jeu parce que peut-être vous en payez les conséquences? Payer les conséquences, ça veut dire qu'on rentre dans un système quand même que si tu fais un mauvais comportement, tu as des conséquences. Ça me paye.
C'est un peu fort. Non. Sincèrement, on jouerait toujours avec les émotions en défendant les intérêts du club dans les choses qu'on considère qu'elles soient justes. Sincèrement, je peux le dire, il y a toujours des limites dans la vie. J'ai dépassé les limites. J'ai payé les conséquences et moi, je suis le premier autocritique avec moi-même. Mais toujours, il fait partie du football de chercher de défendre tes intérêts, de chercher de jouer avec ce niveau de tension. Malheureusement, je ne suis pas né, avec tout le respect, non, en Norvège ou en Suède. Je suis espagnol. J'ai travaillé 9 ans en Italie. Le football est fait de tension. Le football est fait de conflits. J'adore, comme les coachs, j'adore les conflits. J'adore la polémique. Je crois que ça fait partie du football. Si on sort de tout ce type d'actuations dans le football, sincèrement, ce n'est pas le football que j'aime. Et ce n'est pas quelque chose que ça colle avec l'ADN du club. Tu ne peux pas changer l'ADN d'un club. Tu ne peux pas changer l'idiosyncrasie en français. Idiosyncrasie, si ça se dit en français, c'est un mot très espagnol. Tu ne peux pas les changer. Mais en même temps, ce que je tiens à dire sont des différentes choses. On a un niveau d'arbitrage pendant la fin de la saison, pour moi, de très haut niveau. On a de très bons arbitrages. Je ne dis pas à notre faveur. Je dis qu'à un niveau général, c'est un niveau d'arbitrage que c'est un niveau d'arbitrage bon. Je tiens à le dire. Le niveau de l'arbitrage en France, je le considère bon. Individuellement, oui. Je crois qu'en France, on a de bons arbitres. Je crois que se démontre aussi dans les différents arbitrages. Laisse passer de différents événements, Manchester United, Real Sociedad, je suis espagnol. J'ai vu la réaction de la Real Sociedad. Mais je considère, individuellement, il y a de bons arbitres. Quel est le problème pour moi? Qu'il y a un manque total de coordination entre le protocole VAR et l'arbitrage du terrain. Total, ça ne fonctionne pas. Il y a des différents courants dans l'arbitrage avec des objectifs techniques complètement différents. Encore, ce n'est pas unifié. La chose que ça dérange beaucoup, c'est que tu dépends beaucoup des comportements individuels des arbitres parce que tu n'as pas une ligne technique unique. Ce que j'ai dit ici en conférence de presse, je l'ai dit en privé, donc je peux le dire parce que je défends toujours la même position. Et il y a un manque total de coordination pour ce manque d'unité technique entre les décisions prises dans la barre et dans le terrain. Et aussi, il y a un gros problème dans la barre. Je peux le dire, non, cette saison, je suis complètement, on peut dire, parfois, vous pouvez penser paranoïaque. Moi, je l'appelle que je cherche de contrôler jusqu'au dernier détail. On a fait appel à des différents architectes internationaux pour tirer les lignes du bar. Nous, comme club. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les lignes du bar qui sont tirées dans les championnats français sont très mal tirées. Ils ne tiennent pas en considération tous les différents éléments dans tous les différents stades. Et il y a des stades que les lignes sont tirées dans une façon pratiquement manuelle. Attention, parce que cette situation est grave. Deuxième question sur le recrutement. L'année dernière, vous nous aviez dit que vous avez pris des risques pour aller en Ligue des Champions. Vous avez notamment recruté Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Højbjerg alors que vous ne faisiez pas la Ligue des Champions. Mehdi Benatia s'est déjà exprimé en disant qu'il contactait beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat. Est-ce que sans faire rêver les supporters, vous allez être très offensif sur ce type de joueurs et vous allez prendre des risques? Tout d'abord, je tiens à dire une chose. On a pris des risques et ça c'est grâce à notre propriétaire Franck McCourt. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue avec lui, les coachs et moi,
à son hôtel, à Saint-Tropez, dans lequel on lui expliquait la saison et on lui expliquait toutes les différentes possibilités et tous les différents risques à prendre. Un, c'était de faire un changement complet de la culture et des comportements qu'on a eu pendant la saison 23-24. Ça, c'était la première chose qu'on a demandé. Il a accédé tout de suite, naturellement parce qu'il y a un coût économique avec tous les différents mouvements qu'on a fait pendant l'été. Et ça, c'était une des choses les plus importantes qu'on a fait cette saison. Et c'est grâce au soutien absolu du propriétaire. La deuxième, c'était de comment est-ce qu'on construit avec une base de 3 ans et qu'on avait besoin de mettre des différents éléments forts dans l'effectif. On l'a géré, on a pris des risques, c'est vrai, mais toujours avec des limites qu'on s'est fixées au commencement de la saison et dans lesquelles je crois qu'on est arrivé, que c'est plutôt une gestion de la trésorerie, que ça c'est quelque chose que je dis toujours, que c'est la chose la plus importante dans un club, c'est de bien gérer ta trésorerie. Pour l'avenir, deuxième saison, on l'a parlé avant, on a déjà des options d'achat qui sont exécutables pour la saison numéro 2. Déjà, c'est un coût que tu assumes pendant cette saison. La qualification en Ligue des Champions, est-ce que ça signifie aller à Monte-Carlo, jouer les jackpots et avoir pris les prix total? Non, ce n'est pas le cas. On va continuer avec, à faire les choses dans une façon ambitieuse, bien sûr, on veut améliorer l'effectif, mais avec la tête. Cette qualification en Ligue des Champions, et je l'ai dit aujourd'hui en mai, ça ne veut pas dire qu'on va avoir ici des joueurs, 5 millions nets de contrats et payer des transferts à 40 millions. Non. C'est la chose qu'on sait faire très bien, c'est de chercher les meilleures opportunités dans les marchés et dans lesquels Mehdi, il est un des meilleurs en Europe. Pour faire ça, de chercher de trouver les meilleurs joueurs au prix dans les limites que moi, comme président, je fixe. Que c'est toujours une bonne gestion de la trésorerie. Et la saison prochaine, avoir un certain type de résultats économiques qu'on va fixer en amont de la saison. Donc, ça va être une gestion économique forte, spécialement parce que la saison numéro 1, c'est une saison qu'à niveau économique, on a risqué. Ça ne va pas être un bon exercice économique pour un président comme moi, sincèrement. Des saisons numéro 2, avec beaucoup d'ambition, et avec beaucoup d'ambition pour chercher de faire les meilleurs effectifs possibles, oui, mais en cherchant aussi de balancer la première saison. Franck, je précise, donc un joueur comme De Bruyne qui est en fin de contrat, est-ce que c'est possible, même si évidemment il y aurait une prime à la signature, et qu'il aurait peut-être un salaire astronomique, ce type de profil donc qui est libre, est-ce que c'est possible qu'il signe à l'Olympique de Marseille? Sincèrement, je ne sais pas si on a des conversations. Et je ne vais pas individualiser avec un cas. Si on utilise la typologie en général, si on mettrait un joueur avec un salaire beaucoup plus grand des joueurs qu'on a dans l'effectif aujourd'hui et qui nous sont qualifiés en Ligue des Champions, ça détruit tous les équilibres et toutes les bonnes choses et les bonnes dynamiques que les joueurs ils ont construits pendant cette saison. Ça serait, de la partie d'un club, un manque de respect absolu pour les joueurs qui t'ont aidé à qualifier la Ligue des Champions et qui ont créé une dynamique positive. Sinon, tu dois faire une deuxième chose, c'est d'appeler tous les joueurs importants de ton effectif et de les proposer aussi d'augmenter leur salaire. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille de salaire qui soit cohérente. Pour moi, ça c'est la règle numéro 1 de la gestion de ton effectif, de ne pas créer ce type de différence. J'ai commis cette erreur à Valence, la deuxième saison de Ligue des Champions. On a détruit l'équilibre interne pendant 3 mois. Et on a dû se séparer des joueurs qui ont créé la différence des salaires et de la dynamique du groupe dans les marchés d'hiver. Et tout ça a fait que le groupe
il est retourné à être cohérent et cohésionné. Camille. Bonjour Président, ici. Deux questions s'il vous plaît. Déjà, pour parler justement aussi du recrutement, on a vu cette saison une équipe assez intéressante offensivement, peut-être un peu plus, avec un peu plus de limites et un peu plus de lacunes défensivement. Est-ce que justement ça va être ça, ce gros chantier à venir? Est-ce que c'est particulièrement un recrutement sur la défense qui va être privilégié? Pour notre façon de jouer, on a été une équipe qui a reçu beaucoup de buts pour être deuxième en championnat. C'est vrai qu'on a compensé aussi avec une activité offensive qui c'était entre les plus hautes en Europe. Ce que je tiens à dire, c'est que la saison 1 avec Roberto De Zerbi, je parle avec totale sincérité. Quand tu commences avec un coach, et un coach avec un style de jeu tellement prédéterminé, tellement clair, c'est difficile de t'adapter complètement à ton coach et à la façon dans laquelle tu veux jouer. L'objectif fondamental, c'est de donner au coach pas les nombres ou pas les joueurs dans lesquels on dit dans les marchés qu'il y a un super nombre, que ça va être génial, que ça va être les joueurs que pour son niveau, il peut te porter dans un côté différent, non, dans ton championnat. C'est notre obligation de donner à notre coach les profils nécessaires pour exprimer au maximum son jeu. Je suis d'accord avec lui. On n'a pas vu les 100% de jeu total de Roberto De Zerbi pendant notre saison. C'est aussi notre faute, comme club, de ne pas avoir donné tous les profils nécessaires. On voulait, en hiver, recruter des défenseurs centrales. C'est une vérité, il faut le dire. On n'a pas trouvé dans les marchés, au prix et avec les nécessités qu'on avait, les joueurs adaptables pour l'entraîneur. Après un an de travail avec Roberto, on sait exactement les caractéristiques qu'il a besoin dans les différentes positions dans le terrain, spécialement sur les secteurs défensifs. On est une équipe qui défend très haut. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu dois avoir des joueurs qui sont très forts dans l'anticipation et qui sont très intelligents dans la lecture de jeu, mais quand tu joues avec 50 mètres derrière, tu dois avoir un niveau de vitesse qui est extraordinaire. Donc, oui, on a besoin de profils que ça permette au coach. Notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de donner au coach les profils nécessaires pour pouvoir s'exprimer cette prochaine saison au maximum de son credo footballistique. Et j'en profite aussi de cette conférence de presse pour vous poser une question justement juste sur l'OM féminine qui hier a fini championne en seconde ligue, donc les féminines de l'OM. Voilà, est-ce que vous pouvez justement nous dire un mot justement, j'imagine, votre fierté et en quoi c'est important justement pour l'institution AOM cette montée en Arkema Première Ligue? C'est très important. Et c'est très important parce qu'un des objectifs qu'on s'est fixé déjà en avril de l'année dernière, c'était de faire un projet très cohérent avec le football féminin. Hier, je suis allé au campus pendant la deuxième mi-temps. J'avais une journée un peu chargée hier. Et pardon, féminin, de ne pas avoir assisté à tous les matchs. Et dans lesquels je vous dis une chose c'est une chose que ce matin, ça m'a touché. J'ai invité mes parents venir au match et vivre le week-end. On est allé ensemble au campus hier à voir les féminins. Ils m'ont dit, on a plus apprécié les moments hier au féminin, en tant que parents, en tant un peu de personnes, que peut-être les samedis au Vélodrome pour une chose, parce que voir des jeunes filles qui sont courues après les sifflets finaux, de rentrer dans les terrains, mais sans aucun type d'ordre, c'était très désorganisé. La vérité, je ne suis pas content. Et de voir que des filles sont des référents, des personnes à suivre, et tout ça que signifie à niveau social, c'est quelque chose que, par exemple, pour eux, c'était marquant. Et depuis ce matin qu'on a fait le petit déjeuner, j'ai pensé à ça, c'est vrai. C'est quelque chose que c'est important pour le club. Ça, c'est quelque chose dans lequel notre propriétaire, Franck, il tient à cœur.
c'est quelque chose dans lequel on s'est organisé très bien. Pour la première fois, on a pris un directeur général seulement pour la section féminine, parce qu'on voulait organiser. Avant la section féminine, ça donnait combien? 5% du temps des gens, 10% du temps des gens. Quand il fait les choses à moitié dans la vie, ça ne fonctionne pas. Stefano Petruzzo, qui est le directeur général, il pourrait avoir un rôle exécutif dans tous les top clubs européens à haut niveau. Il a décidé, pour une décision propre, seulement de se dédier au football féminin parce que c'est quelque chose dans lequel il croit beaucoup. Quand on l'a recruté, on lui a demandé les 100% de ton temps, ça doit être dédié à ça. Finalement, le travail paye. Stefano a fait un travail extraordinaire pour structurer la section. Fred, comme coach, il a fait une très bonne saison. Finalement, je suis très fier. Je suis très fier de voir comment s'est produit l'évolution de cette section féminine. L'année prochaine, on va continuer à la faire agrandir et on a des objectifs dans la durée ambitieux, très ambitieux pour la section parce que c'est quelque chose que je considère que dans le monde de l'écosystème du football européen dans ce moment, ça va être très important l'évolution du football féminin. Bonjour Président, là, de ce côté. Moi aussi j'aurais deux questions. La première, elle concerne Frank McCourt, parce que le projet initié cette année avec à la fin de la saison une balance négative au niveau des comptes, elle est validée par le propriétaire. Quelle est sa part, quelle est sa volonté aussi de vouloir investir et s'investir? On l'a vu venir 2 fois au stade dans les 2 derniers mois, ce qui était quand même assez rare. Donc et aussi avoir un peu son ressenti après la fin de saison. 3 fois en 6 semaines. Que c'est quelque chose, c'est quelque chose dans lequel à tout le monde qui travaille au club, ça nous fait plaisir. Pour une chose, l'année dernière qu'on a construit le projet de 300, mars-avril, et qu'on a pensé qu'elle était la suite pour créer un modèle économique pérenne, mais que aussi que ça nous permettait d'être au niveau européen qu'on veut y être. J'utilise toujours la même chose. Quel est l'objectif du club? Qualifier tous les saisons en Ligue des Champions, chercher de rentrer dans les meilleures 24 équipes européennes, mais tout ça fait avec la stabilité et la pérennité économique. Il a adhéré, il a su que la première saison, ça aurait été difficile. Il a investi, sincèrement, dans une façon que tout le monde, on doit remercier. Parce que dans un moment de difficulté dans le football français, avoir un propriétaire comme Franck, c'est un cadeau. On peut le dire comme ça, c'est un cadeau. Ça nous donne beaucoup de sécurité à tout le monde. Et je lui dis une chose, tu dois venir ici chaque fois que tu veux pour le plaisir. La réponse, 3 fois en 6 semaines, c'est quelque chose que ça me touche. Je tiens à lui remercier aussi pour son soutien, parce qu'il a voulu venir dans un moment que c'était très important pour nous dans la fin de la saison, dans lequel il savait les difficultés, il savait notre nécessité à créer du groupe, une dynamique positive. Il a répondu présent pour être à côté du dernier joueur, jusqu'au premier joueur, au coach, à la direction. C'est quelque chose que c'est remarquable. En se prenant des vols, aller-retour seulement pour venir au match, que c'est quelque chose dans lequel l'emploi du temps de chacun d'entre nous est sacré, spécialement avec toutes ces activités, mais c'est quelque chose à remercier et dans lequel on a eu beaucoup de discussions. Et oui, il y a un investissement parce qu'on veut faire agrandir le club. On veut continuer dans cette voie. On veut utiliser la qualification en Ligue des Champions. On veut requalifier en Ligue des Champions dans l'avenir. Pour une chose, parce que ça va permettre de mettre le club dans une période de transformation qui est très important et dans lequel c'est un des objectifs prioritaires. Mais la transformation, ce n'est pas qu'on va changer l'ADN du club, je l'ai répété. Mais c'est qu'on doit faire beaucoup de situations parce que l'Olympique de Marseille, il a un retard. Pour ce manque de stabilité, pour ce manque de qualification en Ligue des Champions, que c'est la place de l'Olympique de Marseille,
Et on doit prendre un retard avec beaucoup des autres clubs européens à notre niveau commercial, à notre niveau de marque, avec le potentiel que les clubs, on doit rattraper ces retards avec des autres clubs européens, dans les infrastructures, dans toutes les différentes situations qu'on fait dehors du terrain, spécialement, je ne sais pas si vous voyez, pardon, mais je suis clair, avec tout l'écosystème digital du club, etc., on a un retard énorme avec le reste du club. Mais on doit utiliser aussi ce niveau de qualification en Ligue des Champions, sincèrement, pour rattraper ces retards, parce que c'est là-bas où tu rentres dans une économie de football, dans un cercle virtuel dans l'économie de football, que ça te permet d'avoir beaucoup de revenus, que ça te permet d'acheter de meilleurs joueurs et ça te permet d'établir ta position compétitive sur le terrain. Et quel est le niveau de la formation aujourd'hui au niveau des jeunes? Bon, il y avait moins de place cette saison, bien entendu, parce qu'il y avait moins de matchs. L'année dernière, on avait vu la saison dernière, dans une saison compliquée, mais avec beaucoup plus de matchs, il y avait eu de la place pour pas mal de jeunes. Là, il y en a eu à dose un peu homéopathique. On n'oubliera pas les débuts de Sternal, Bacola, on a vu Robinho Vaz également et le jeune Alexis Koum qui ont eu un peu de temps de jeu. Mais comment se situe la... Il y en a d'autres, mais je ne vais pas faire la liste. Et comment se situe la formation aujourd'hui dans ce projet-là? Et Kylian Abdallah. Ça se situe dans une façon dans laquelle on a fait des changements, ils sont visibles. Sincèrement, je suis très content de ce qu'il est en train de ramener Tito Asni. Il fait un travail extraordinaire. C'est quelqu'un qui, à niveau professionnel, à niveau humain, il est très fort. Se projeter toujours dans les centres de formation, c'est quelque chose que c'est un peu curieux, non? On a eu de très bons résultats cette saison. Ou 14, ou 15, ou 17, ou 19. Malheureusement, en U19, on a perdu un penalty, chose qu'on a gagné en U17, qu'on arrive en demi-finale. C'est quelque chose dans lequel on doit améliorer. Mais pour améliorer, on doit améliorer un point numéro un, les infrastructures, dans lesquelles, sincèrement, on n'est pas au niveau. Et on doit améliorer ça. On a amélioré le niveau compétitif, oui. On a sécurisé beaucoup de jeunes joueurs avec des différents contrats, oui. Je suis content aussi de la façon parce que ça te donne un certain type de crédibilité. On doit beaucoup s'assurer aussi la post-formation. On a commencé à faire de bonnes choses avec l'arrivée de différents joueurs comme Alexis Koum, comme Robinho Vaz, qui sont arrivés cette saison et qui même ils ont trouvé des espaces dans l'équipe première. On veut renforcer la deuxième équipe, chose qu'on avait le choix de prendre la direction de renoncer à avoir une deuxième équipe. Ce qu'on a pris, c'est l'exemple portugais-espagnol, de dire on veut une deuxième équipe qui est forte. Malheureusement, le format des championnats en France n'est pas le plus adéquat pour la formation des joueurs, spécialement dans une ambiance comme l'Olympique de Marseille. Sincèrement, les sautes de niveau qu'il y a entre U19 et l'équipe première, c'est énorme. Je ne comprends pas. Pardon, on peut critiquer tout le monde. Je ne comprends pas comment on pense qu'une deuxième équipe, il joue combien? 26 matchs? Et tu veux passer après à jouer des saisons à 50 matchs? C'est quelque chose que pour moi, il n'y a aucun sens. Aussi de limiter la promotion de deuxième équipe jusqu'à les plus grandes catégories, comme ça existe en Espagne ou en Portugal, de pouvoir jouer jusqu'en deuxième division. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on a décidé de renforcer la deuxième équipe et en faisant beaucoup de matchs amicaux pour jouer contre des autres équipes françaises et des autres équipes étrangères pour chercher de donner de différents types d'expériences. Un des projets qu'on a dans les clubs, c'est aussi de trouver un accord. On ne l'a pas trouvé cette saison, on l'a annoncé l'année dernière, avec une autre équipe européenne pour chercher d'avoir une collaboration totale, pour chercher de donner à des joueurs qui nous arrivent des centres de formation, pour donner des autres opportunités, de chercher de ces différents niveaux, de la faire plus courte, parce que l'objectif de l'Olympique de Marseille, en tant que je serai président, et je dis tout ça avec le cœur,
on doit faire toujours des effectifs avec 18 joueurs d'un niveau fort, 19. Le reste, ça doit être des joueurs qui viennent du centre de formation, qui sont passés, ou bien que tu les as recrutés dans la post-formation, ou bien que tu les as formés à la maison. C'est ça le modèle que je veux pour les clubs. C'est pour ça qu'on a fait des investissements, on a trouvé un stade pour la deuxième équipe. C'est pour ça que l'année prochaine, la Youth League, ça va être très important aussi dans la formation. C'est pour ça qu'on cherche à investir beaucoup, parce que j'aimerais avoir 5, 6 joueurs, comme c'est le cas de Bilal Nadir, que maintenant ils font partie de cette rotation avec des très bons matchs de Bilal, absolument, qu'il était très important pendant la saison. L'objectif, c'est d'avoir 5-6 Bilal Nadir dans notre effectif qui participent régulièrement dans les différents matchs. Ouais. Président, bonjour. Deux petites questions, si vous me permettez. La première sur Luis Enrique. Alors, on sait que vous ne voulez pas trop parler d'individualité, mais sur le dernier match, il n'a pas joué, il n'est pas rentré non plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son avenir? Est-ce qu'il y a réellement des discussions avec l'Inter Milan pour qu'il puisse partir? Merci. Pardon. Pas seulement avec les clubs que vous venez de nommer, l'Inter Milan. C'est vrai qu'il y a des discussions avec des différents clubs. Je ne vais pas les cacher parce que je vais pas. Je répète, je ne viens pas ici à faire la langue de voix, conférence de presse, ce n'est pas mon style. Notre objectif, c'est de vendre Luis Enrique avant le 30 juin, pour une question de bilan, pour une question aussi de respect pour notre propriétaire, pour nos engagements avec les différentes instances de contrôle de football, UEFA, DNCG. C'est quelque chose que c'est ça. C'est quelque chose qu'on a partagé avec son différent entourage. C'est vrai qu'on a commencé des différentes discussions pendant la saison, en prenant les risques, parce que normalement, dans le moment qu'un joueur il a des discussions avec des différents clubs, naturellement, la tête n'est pas dans le bon endroit. Mais c'est vrai aussi que ces Coupes du monde du club, il a changé radicalement les contrats, il a anticipé les temps de beaucoup des autres équipes. On a vu Real Madrid que maintenant, ça se parle le week-end, c'est annoncé, ça ressemble qu'ils vont prendre Carreras, les latérales. Tu vois que le marché, ça s'anticipe beaucoup. Donc, oui, il y a des discussions. Oui, l'objectif, que c'est partagé aussi avec les joueurs et son entourage, c'est de chercher de lui donner une porte de sortie. Et je dois dire une chose, pour l'avenir, aussi pour la santé financière du club. Et je dois dire une chose, que je suis fier que Luis Enrique il a attiré l'attention des différents top clubs en Europe, parce que, comme je lui dis hier, c'était la chose que je lui avais promis avant de venir au club. Même, je dois dire qu'avec Luis Enrique, j'ai discuté avec Luis Enrique avant que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille et avant de négocier avec l'Olympique de Marseille, parce qu'avec Luis Enrique, je lui avais dit, dans les périodes Covid, on a fait beaucoup des appels. Je lui avais dit que j'aimerais lui porter dans les prochains projets que je prenais, parce que mon rêve, c'était de lui faire arriver dans un top club européen. Chose qu'on est fier de lui avoir aidé, aussi c'est sa performance et son talent, que ça lui permette aujourd'hui d'être un joueur qui a un bon code de marché et des intérêts des différents clubs. Et ma deuxième question, toujours un petit peu sur le mercato, mais cette fois-ci celui d'hiver. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur les recrues qui ont été prises au mercato d'hiver dernier et nous dire un peu votre ressenti sur ces joueurs-là? Merci. Ce n'est pas, je crois, à moi de jouer les différentes prestations dans le terrain, sincèrement. Je crois que le marché d'hiver, ça nous a aidé à augmenter le niveau de compétitivité interne. Naturellement, on peut parler de tous les différents cas individuels, le cas d'Amin Gouiri qui nous a donné beaucoup de buts pendant ces deuxièmes parties de saison. Avec un Isma Benasser qui est arrivé avec des performances très fortes. Mais finalement, quand il juge les différentes performances des différents joueurs pendant la saison, parfois on n'est pas objectif de comprendre les rôles qui sont les différents joueurs au sein d'un effectif. Augmenter la compétitivité, c'est quelque chose de très important. Amar nous a donné, c'est augmenter la compétitivité entre les différents joueurs
Et aussi à pousser tous les jours dans l'entraînement pour chercher d'améliorer. Dans les moments que tu as quelqu'un qui pousse à l'entraînement, dans ces moments, tu t'actives dans une façon différente. Et Luis Felipe, je dis une chose, non, dans laquelle quand on a recruté Luis Felipe, on savait la situation qu'on ne pouvait pas prendre beaucoup de risques à niveau financier dans le moment qu'on l'a pris, on savait la nécessité de prendre des éléments en défense. On ne l'a pas vu beaucoup sur le terrain pour des différentes situations, ou décisions techniques ou bien des différentes blessures. Et bien, on savait qu'on prenait un joueur avec une période d'inactivité. Mais il y a toujours des intangibles dans la vie que les gens difficilement comprennent. À Luis Enrique, dans la dynamique du groupe, c'était un des joueurs les plus positifs dans les moments après Rams. Luis Felipe, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses dans le quotidien du groupe. Je ne dis pas ici que Luis Felipe c'est l'animateur socioculturel du club, attention, parce que c'est quelque chose que ça serait lui manquer de respect. Mais il a apporté beaucoup de bonnes choses dans l'entraînement, de compétitivité, aussi de cohésion, parce que Luis Enrique c'était un capitaine au Betis. Il a apporté une cohésion au groupe en ramenant tout le monde vers une même direction, que c'est quelque chose que je tiens à dire. Bruno. Oui, Pablo, je suis là. Pour parler du stade et des abonnements, vous avez battu le record d'abonnés sur la saison qui vient de se terminer. Avez-vous le souhait de le faire augmenter, ce nombre-là, sachant que vous avez un stade qui est plein à chaque match à domicile? Est-ce que le prix des abonnements va augmenter? Tout augmente dans la vie. Est-ce qu'il va augmenter? Allez-vous inclure, c'est une vraie question des supporters, les matchs de Coupe d'Europe dans l'abonnement, comme vous le faites depuis quelques années, voilà. Et en quoi tout cela peut permettre aussi à l'OM, ces recettes de billetterie, de passer un cap aussi sur le plan financier, sachant qu'il y a la Ligue des Champions et on se dit tout peut augmenter, le prix des places, ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs questions en une, j'en aurai encore. C'est une réflexion interne très importante et dans laquelle on a commencé à discuter la semaine dernière, non, avec la qualification ici en Ligue des Champions. Ça a parti en discussion interne très importante. Différents points. Je suis fier et je tiens à remercier aussi toutes les équipes qui travaillent dans le quotidien sur ça, d'avoir un stade plein pendant 17 journées, avoir un sold out, c'est quelque chose que ce n'est pas facile et que c'était un objectif que j'avais donné et que les équipes ils ont répondu et c'est félicitations à eux parce que je sais que ce n'est pas facile. Je tiens à remercier aussi la loyauté de nos supporters, spécialement parce qu'après une année difficile dans laquelle tu finis 8e, avoir ce type de réponse, c'est important et c'est incroyable. Modalité d'abonnement, je vais être très clair. L'Olympique de Marseille, il a un component que c'est fondamental et que ça doit être quelque chose que ça doit être respecté parce que ça fait partie du club. C'est un component populaire. Ton component populaire du club, il doit être toujours respecté. Et tu dois avoir un grille de prix, un virage, naturellement, que ça doit représenter ces components populaires. Différents types d'abonnements, je l'ai dit comme ça. Il faut être juste. Comme club, dans lequel tu dois chercher à comment maximiser tes revenus, spécialement quand il y a à la Ligue des Champions et dans lequel le nouveau format de Ligue des Champions, ça te permet de voir de très bonnes affiches à la maison et naturellement d'avoir un match extra à domicile, on espère d'avoir plus, mais dans lequel tu dois chercher d'avoir ce type d'équilibre entre respecter tes supporters et trouver la meilleure façon de maximiser ton stade. J'ai vu que le match de l'Inter contre Barcelone, il avait ramené 14 millions de billetterie dans le stade. Ça, c'est la nouvelle Ligue des Champions. Ce que je prétends comme gesteur du club. Tirer le maximum et de chercher de ne pas respecter mes supporters, je ne suis pas ce type de personne. Je ne dis pas que tout le reste du club, ils font mal. Qu'est-ce que j'ai en tête? Sincèrement, penser à une formule d'abonnement qui c'est très flexible en respectant tout le monde et de chercher naturellement
d'avoir cet objectif de Ligue des Champions où tout le monde il peut se la permettre, à des prix populaires mais avec des différents barèmes économiques. Est-ce qu'il y aura une augmentation? C'est lié naturellement l'année que tu joues la Ligue des Champions, spécialement parce que le spectacle est plus haut, les affiches sont plus importantes. Mais en même temps, je tiens à respecter la loyauté des supporters qui nous ont donné une main pendant cette année. Donc, c'est là-bas l'équilibre, avec une autre composante que c'est important, que c'est toujours de trouver la bonne limite avec les abonnements. Et je reviens à une question que tu as dit. Trouver ce bon équilibre avec les abonnements, je vais tenir un niveau des abonnés qui est haut, mais pour faire ça, tu dois toujours savoir quel est le bon chiffre de billets à vendre pour tenir ton stade encore en sold out. Parce que le niveau des attentes est important, mais aussi c'est important de créer ces sensations dans le stade parce qu'il y avait un stade plein toujours. Et c'est quelque chose que ça me tient à cœur, de voir l'Orange Vélodrome en sold out pendant toute la saison. Ça, c'est quelque chose dans lequel, comme président du club, ça fait beaucoup de plaisir. Et avec une chose sur la formule de tous les matchs intégrés, etc., c'était lié plutôt, et je parle sincèrement, à une première qualification en Ligue des Champions après le Covid. Parce que j'étais directeur sportif, mais requalifié avec la passion qu'il y a ici dans cette ville et avec nos supporters en Ligue des Champions, les premières années, 20-21, avec André, et de voir le stade vide, tu dois chercher une formulation de premier, de mettre tout le monde au stade en Ligue des Champions l'année de Igor Tudor. Et avec la deuxième fois qu'on a utilisé ce format, ça n'aurait été pas respectable pour nos supporters. Dans le moment que tu joues en play-off de la Ligue des Champions et que tu ne savais pas la compétition que tu aurais joué, de faire des prix qui ont été complètement différents. Ça doit être tenu en compte aussi dans la réflexion actuelle. Et j'avais une question, vous avez envoyé un mail à des salariés, à vos salariés la semaine dernière, là, parce qu'on a parlé du campus, des installations, vous en parliez tout à l'heure, manifestement à la commanderie, ça va vraiment devenir le centre d'entraînement et le sportif. Pourquoi ce choix? Quelle est la vision? Voilà, on a vraiment le sentiment que vous réorganisez tout, la place de chacun doit être là, ainsi de suite. Pourquoi tout cela? Voilà, s'il vous plaît. Numéro 1, les bureaux à la commanderie, ça date de 2007. Le monde du travail a changé radicalement en 18 ans. La façon dans laquelle les gens ils font l'interaction dans une entreprise. Que c'est purement une partie administrative. Oui, on fait du football, mais en même temps, il y a beaucoup de dynamiques de travail qui sont aussi applicables à des autres industries. La commanderie actuelle et les bureaux actuels ne sont pas adaptables à la façon dans laquelle une organisation ça doit fonctionner. Ça, c'est un point numéro 1, qu'on a un retard des infrastructures différentes. Numéro 2 est personnel. Moi, quand j'ai fait des rendez-vous importants, je les fais dehors de notre bureau. Ce n'est pas au niveau des clubs que je vais construire. Ce n'est pas une chose qui est belle. Tu rentres dans un centre sportif, tu fais un voyage dans le passé. Pardon, je le dis comme ça, et ce n'est pas quelque chose que j'accepte. C'était une priorité d'avoir des bureaux où tu es fier de recevoir tout le monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et une troisième, que c'est protéger ton effectif professionnel. Ici à Marseille, depuis que je suis arrivé, il y a un niveau, comment dire, de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens, que jamais j'ai trouvé ça dans aucun club au monde. Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Les sportifs fait les sportifs. Chacun à sa place. Le niveau de chercher de créer des tensions internes au sein d'un club,
C'était lié pour une chose. Quand je suis arrivé au club, j'ai créé ce que la saison d'Igor Tudor, j'ai appelé avec Javier, avec Igor, Guantanamo. Avec tout le respect, je ne vais pas ici banaliser sur beaucoup de choses, pardon, si je banalise. Je voulais isoler, on a mis aussi des grilles, que ça ne se voit pas, parce que chacun à son bureau, il pouvait lire la formation et ce qu'il allait jouer les week-ends. Le contrôle de l'information, vous que vous êtes journaliste, vous savez qu'avoir le contrôle de l'information, ça te donne beaucoup de pouvoir. C'est normal. Information, c'est pouvoir. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements. Ce n'est pas normal. Dans un club de football moderne, les sportifs doivent être isolés et travailler seulement sur l'autorité d'un directeur de football et de l'entraîneur. Pas avec des tensions ou des intérêts externes qui ne vont pas dans la même direction des objectifs sportifs. Léna. Président, bonjour. J'en profite que vous parliez des infrastructures et j'en profite aussi pour revenir sur les féminines, puisque mes confrères de RMC ont annoncé que les féminines devaient retourner au campus la saison prochaine. Seulement, on sait que le campus n'est pas aux normes établies par la LF2FP, puisqu'on est toujours sur une pelouse synthétique, même s'il y a un accord pour 2 ans lors des montées. On n'a pas non plus de tribune couverte et pas non plus d'espace média réservé. Est-ce que donc le campus va continuer de recevoir les féminines en première ligue la saison prochaine, ou est-ce qu'il va y avoir des aménagements ou d'autres solutions sont demandées? Merci. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous êtes fiers de voir l'équipe féminine dans ces conditions? Moi non plus. Ça, c'était une des questions les plus importantes qu'on s'est posées, Stéphane et moi, pendant les derniers mois. S'il y a une montée, qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine? Où est-ce qu'on peut jouer? Il n'y a pas de stades qui sont homologués à Marseille pour pouvoir y jouer. Ce n'est pas une critique, c'est ta réalité. Spécialement parce que je comprends aussi la limite d'infrastructures sportives qui existent ici à Marseille et dans lesquelles je ne peux pas me permettre de faire sortir beaucoup de gens des écoles et de différentes activités sociales qui utilisent les différents stades. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre, comme club, d'avoir une pelouse détériorée que je ne peux pas contrôler pendant la semaine. On a un problème d'infrastructure qui est lié à un problème sur les infrastructures et différents stades qui existent ici dans la ville. C'est la réalité, on doit l'assumer. Il y avait la possibilité de pouvoir jouer à Traits, comme il fait notre équipe Pro 2. Mais on n'a pas salle de gym. On n'a pas les installations adéquates pour pouvoir faire une préparation pendant toute la saison. Qu'est-ce qu'on a décidé? Faire une période de transition d'un an et de chercher de voir quelle est la meilleure solution pour l'avenir, pour chercher de donner un lieu d'entraînement digne de ces clubs. Pour les féminins, parce que sinon, je ne respecterai pas le football féminin, je ne respecterai pas l'équipe. Parce que si on bat 13 toute la semaine, c'est loin, parce que la plus grande part de nos joueuses habitent en ville. Ce n'est pas les mêmes moyens des joueurs de l'équipe 1 masculin, avec des différentes possibilités de voyage. C'est une des questions majeures à niveau stratégique. On doit trouver un terrain, absolument. On doit trouver où s'entraîner, absolument. Dans la transition, c'est mieux de ne pas changer pendant une année et de chercher d'aménager de la meilleure façon possible les campus pour avoir une image télévisive digne, que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et au même moment, profiter de des événements que tu dois jouer dans ton stade, à l'Orange Vélodrome ici. Tu dois profiter de ça, mais tu dois chercher à construire. Et c'est une des questions les plus importantes parce qu'on n'est pas à la hauteur. Allez, Nordine. Bonjour Président. Une question, les objectifs sont réussis selon vous, 2e du championnat, Ligue des Champions, mais l'OM est à 19 points du leader, du PSG. Comment réduire l'écart? Est-ce que c'est, avec le système actuel, c'est un plafond inatteignable d'être champion de France aujourd'hui? Première question, c'est toujours quel est l'objectif?
requalifier en Ligue des Champions. Parce que si tu qualifies chaque saison en Ligue des Champions, tu as plus de moyens économiques de réduire ton écart. Est-ce que c'est une manque d'ambition? Non, c'est du réalisme. Mais je considère qu'un club, il fait sa évolution pendant la qualification consécutive, que c'est un de nos problèmes historiques, de ne pas chercher des qualifications consécutives à Ligue des Champions, que ça te permet aussi d'améliorer ton niveau économique. Dans les moments que tu donnes, en continuité en effectif, en continuité avec un coach, en continuité avec des différents joueurs, c'est de chercher toujours d'augmenter ton niveau compétitif. Là, c'est l'objectif. Après, si on réduit l'écart, si on est compétitif, si on cherche toujours d'être proche de ces différences, ça va être l'avenir seulement. Et la continuité. Et construire toujours sur des bases qui sont solides pour chercher de réduire l'écart. Oui, on a cette ambition, mais ça passe pour une qualification consécutive toutes les années à Ligue des Champions. Sinon, je répète, c'est comme quand tu vas au casino, je l'ai utilisé avant, et tu joues au jackpot. Parfois, ça te sort bien, parfois non, mais si tu l'as fait de sa façon structurée, ça pourrait arriver. Pourquoi pas? On a toujours cette ambition, mais avec les pieds sur terre, avec le réalisme, que ça passe seulement si tu te qualifies à Ligue des Champions dans une façon beaucoup plus consécutive qu'on a fait dans les passés. Après, naturellement, normalement, un championnat, si tu vois la table du championnat aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de variations avec les budgets que tu fais au commencement de la saison. C'est quelque chose dans le football et ce n'est pas la même chose avoir un propriétaire privé qu'avoir un État. Tristan. Bonjour Pablo. Deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première sur l'avenir du football français à court et moyen terme. Il y a toujours certaines décisions autour des droits télé et aussi cette possible révolution qu'il pourrait y avoir dans le foot français avec la disparition de la LFP. Dans quelle mesure ça peut impacter l'OM sur ces prochains mois? Comment vous voyez ça? Avec les droits de télévision, naturellement, oui, qu'il a un impact direct très important pour l'Olympique de Marseille comme pour le reste du club. C'est un échec énorme. C'est un échec énorme. Avoir combien? 4 diffuseurs depuis que je suis ici en France. On a du temps, non? Vous avez du temps? Écoutez, je considère que le mal du football français, c'est la manque de confiance et de comment on s'éloigne de nos supporters. Il n'y a plus de confiance avec nos supporters. Qu'est-ce qu'il peut penser, quels que soient les supporters? Moi, le premier, il l'assume toujours pour moi. Qu'on est complètement des incapables et qu'on a habité dans un tour d'ivoire sans savoir les nécessités qu'ils sont tes supporters, qui sont les personnes qui vont voir ton championnat. Tu étais tellement éloigné qu'ils sont sortis aussi avec la piraterie. Comment est-ce que tu peux demander, avec tout le respect du monde, qu'il y aura des spécialistes, 40 € par mois dans les commences de la saison? En plus que tu devais t'abonner aussi à Bein Sport avec un abonnement différent, avec un minimum de 15 € par mois sur tous les différents, ou inclus dans les bundles de Canal+, ou toutes seules. Sincèrement, il faut respecter les gens. Tout le monde, et tout le monde il a pris des décisions à court terme que ça a perdu la crédibilité de tes supporters. En plus, tu ne racontes jamais l'histoire de ton championnat. Sincèrement, comment est-ce qu'on peut penser à construire un championnat? Nous, moi je suis responsable dans tout ça. Construire un championnat où tu le dis à tous les supporters, allez, pop, regarde les matchs. Sans plus, sans histoire, sans rien. Pendant la semaine, on est toujours dans la polémique, la chose. Non, arrête un peu. On doit vendre les championnats. On doit vendre les bonnes choses que les championnats. Je l'ai parlé les derniers mois avec Roberto, non? Le championnat français, c'est compliqué. Très compliqué. C'est un des championnats qui sont très, entre les plus intéressants en Europe.
et tu vends les championnats, et c'est pratiquement un championnat qui est très mal commercialisé, très mal vendu. En plus, on pense que dans cette tour d'ivoire qu'on a tout le monde, qu'on dit « Oh, on vend tous les championnats, c'est génial », et tu ne racontes pas des histoires, tu ne racontes pas des événements, tu ne racontes pas des gros matchs que tu les prépares bien pendant la semaine et que tu crées ce niveau d'attention pendant toute la semaine parce qu'il va arriver une affiche que tout le monde il va vouloir regarder. Incompréhensible, c'est une faute collective de tout le monde de s'éloigner de tes supporters. Avec des autres questions sans impact direct, que la deuxième économie de l'Union européenne, avec le deuxième taux de télévision à paiement dans chacun des maisons, que c'est le deuxième le plus haut en Europe, depuis l'Allemagne. Je tiens à côté Royaume-Uni, que ce n'est pas l'Union européenne. Et qu'on a un niveau de droit de télévision potentiellement que ça va être inférieur à celle du championnat portugais, c'est une honte. Qu'on, dans les championnats français, qu'on a fait tout ce type de situations et dans lesquelles on a un coût opérationnel de ton ligue de football professionnel que ça va dépasser les montants total des droits de télévision, ça veut dire qu'on est totalement déconnecté de la réalité. Tu vas avoir plus de dépenses que de revenus dans beaucoup de scénarios potentiels. Dans un type de football que c'est un des meilleurs en Europe. On doit arrêter tout le monde de vivre dans une réalité parallèle. Merci. Et la deuxième question, vous parliez un peu de la commanderie, de cette façon de... Pardon, et qui rentre aussi sur le sujet de la réforme des championnats dans lesquels on a participé, nous, comme club, très activement. Un des gros problèmes, c'est la gouvernance du football français. Pour moi, ce n'est pas comment il est commercialiste, ça part tout de la gouvernance. Ça part tout d'un groupe de personnes qui s'est mis là-bas, moi le premier, à défendre des intérêts individuels chacun de son club, en prenant des décisions à court terme, sans jamais réfléchir à quelle est la meilleure chose à décider pour les biens du championnat dans la durée. Toujours fait de une façon, et je reviens à Auxerre et tout ça, d'une façon très opaque, pas transparente, où tu dois être dans la bonne discussion pour avoir des informations, sinon, pardon, ce n'est pas un pic, sinon tu dois prendre l'équipe après les réunions pour savoir qu'est-ce que ça se passe et tisser les choses. Plus vite, c'est-il l'équipe que comme président du club. C'est normal? Non. Tout ça qui va dans la direction d'avoir une bonne gouvernance est fantastique, mais dans une façon qui soit très claire. Un club envoie, sur les clubs qui décident, on prend des exécutifs d'un certain niveau, sont bons, on les donne de l'argent parce qu'ils ont fait un très bon travail, sont pas bons, comme dans une entreprise. Tu peux sortir. C'est ça. Mais ça, c'est la vie. Et ça, c'est les biens du football français. Donc merci. Et pour revenir sur la commanderie, vous disiez que des changements étaient nécessaires. Est-ce qu'il y a aussi l'ambition de changer l'endroit ou de l'agrandir, de faire un nouveau centre d'entraînement? Et comme nouveauté aussi, il y a eu comme discussion peut-être la refonte du logo. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux ou pas? On est limité par les espaces à la commanderie. À la commanderie, on a 3 terrains qui sont officiels, mais même on est tellement curieux qu'on a un terrain qui n'a pas les dimensions officielles. Donc ça te limite beaucoup tes espaces. Il y a des possibilités de l'agrandir à niveau de terrain, c'est très difficile. Donc on doit faire avec tout ça et tu dois faire un centre sportif de haut niveau. Et notre intention, c'est de faire un centre sportif de très haut niveau dans lequel tu dois travailler sur tes infrastructures pour les mettre au niveau haut européen. C'est quelque chose de contrariant? Non, parce qu'il y a beaucoup de clubs européens qui sont des centres sportifs petits, seulement dédiés à, par exemple, le monde du football professionnel, par exemple, les Bayern Munich, ils ont ce type de structure. Ce qu'on doit se concentrer, c'est d'avoir
un terrain beaucoup plus grand pour mettre beaucoup de terrains et dans lesquels on peut développer notre activité pour les centres de formation et pour les féminines avec des infrastructures de très bon niveau. Ça, c'est un des projets structurants et primaires du club dans lesquels on travaille depuis un moment. La deuxième question, c'était sur les logos. Ça fait partie aussi d'une transformation du club vers l'avenir. Dans le moment que tu rentres dans le monde digital et de comment tu dois communiquer, c'est quelque chose que tu dois t'adapter à une ère moderne dans ta communication. Un logo, c'est une question très difficile toujours comme dirigeant. Tu dois respecter l'histoire, mais en même temps, tu dois voir comment tu peux décliner toutes les différentes choses en respectant ta histoire pour avoir une identité propre. C'est une des discussions les plus difficiles pour avoir dans un club. C'est un des projets qui sont, on peut dire, en action, qu'on travaille sur ça, absolument oui, je tiens à le confirmer, mais tu dois respecter toujours ta histoire et tu dois être identifiable. Dans lesquels il y a des différents changements de logo que je crois que beaucoup de gens ne se sont pas sentis identifiés par le passé ici. Nathanaël. Bonjour Pablo. Vous parliez tout à l'heure de l'objectif de terminer à nouveau deuxième la saison prochaine pour retourner en Ligue des Champions. Quel objectif vous allez fixer en Ligue des Champions dès la saison prochaine aux joueurs? Dans l'idée idéale du club, c'était une deuxième saison de faire tout le possible pour avoir les meilleurs résultats, sans avoir un objectif très concret. Ça ne veut pas dire manque d'ambition, je répète, mais tu dois être réaliste et tu dois faire la meilleure Ligue des Champions possible. Parce que c'est ta première participation depuis la saison 2022-2023. C'est important, bien sûr, mais c'est aussi un avantage du nouveau format que j'aime beaucoup, que ça donne beaucoup de possibilités à tous les clubs de pouvoir continuer dans la compétition, avec une ouverture de la compétition qui c'est beaucoup plus grande que ce qu'on avait dans le passé. C'est aussi le cas que dans les premières années, pardon, j'ai fait long aujourd'hui. Quand il a changé le format de l'Euroliga en basket, il y a eu beaucoup de surprises l'année numéro 1 et après tout le système il s'est établi et il a fait une élite. Je crois que dans le football, ça va aller plus loin et encore ce format, ça va donner beaucoup d'opportunités. Pour moi, l'objectif fondamental à la Ligue des Champions, c'est avec une deuxième qualification consécutive, que c'est le moment là-bas où tu peux te fixer des vrais objectifs dans la compétition, pas l'année numéro 1, dans lequel tu dois être compétitif, tu dois faire tes matchs, mais moi, comme président, je fixerai toujours les objectifs seulement dans une deuxième saison. Slip. Bonjour Président. Pour revenir un petit peu aux problèmes là, liés au football français, quel est votre positionnement et votre position par rapport au président du Paris Saint-Germain? On sait qu'il y a certains présidents de clubs qui sont montés un peu au créneau contre lui. On sait qu'il a une relation privilégiée un petit peu avec Vincent Labrune. Vous, comment vous positionnez par rapport à lui dans le championnat? C'est une question toujours que c'est ça que j'ai dit toujours. La rivalité sportive dans la politique du football ne sont pas liées. Parfois, tu as des objectifs que tu as en commun. Oui, spécialement si tu pars dans une commercialisation et d'en créer une élite de clubs plus grands. Oui, on peut avoir des objectifs qui sont en commun, naturellement, mais en pensant toujours que le football est fait de la solidarité. Oui, sur des différents aspects de comment internationaliser normalement une ligue, il y a des objectifs qui sont très bien alignés. Vous avez parlé d'avoir relations privilégiées. Je suis contre toute forme de relations privilégiées comme qui que soit dans la vie. Parce que les relations ne sont pas privilégiées ou non privilégiées. Ça doit être fait dans l'unité et dans la transparence. Et naturellement, à niveau politique, il y a une position dans laquelle on doit être contraire. Mais je parle toujours, ma liberté est la chose la plus précieuse dans la vie. Donc, je me permets de parler librement.
Naturellement qu'en Olympique de Marseille et en Paris Saint-Germain, ils vont être toujours en opposition sur un contrôle financier, dans lequel notre position est très ferme et on veut un très fort contrôle financier dans cette ligue. Vas-y Flo. Pablo, je voulais évoquer le cas Mason Greenwood. Quel est votre bilan le concernant? Est-ce que vous voulez à 100% qu'il reste à l'Olympique de Marseille? Est-ce que pour vous, il n'y a aucun débat? Et est-ce que d'ailleurs, vous pouvez nous éclaircir sur les conditions de son contrat? Est-ce que c'est 50% du transfert que l'OM devrait reverser, d'un éventuel transfert que l'OM devrait reverser à Manchester, ou uniquement de la plus-value? Parce qu'on a lu différentes versions. Merci. C'est un joueur majeur de l'effectif. Naturellement, on aimerait donner une continuité. J'ai répété, avec tous les joueurs, on doit avoir une conversation individuelle. Il est content ici. C'est un peu toutes les différentes conversations qu'on a eues dernièrement. Naturellement qu'on est content avec son niveau de performance pendant la saison. Après qu'on club, il y a 21 buts, quand même, plus un but en coupe contre Saint-Étienne. C'est quelque chose d'important aussi dans la construction de notre effectif et c'était un des joueurs les plus importants de la saison dans laquelle on est très fier de sa première saison ici. Très content aussi de la performance. Naturellement, avec des moments de saut et de bas, mais avec le temps et la calme, tu dois penser toujours que c'est la première saison complète avec une vraie préparation et que tout est arrivé très vite pour Mason avec ces différentes situations par le passé. Situation contractuelle, on avait acheté les 50% des joueurs sur toute la valeur. C'est l'unique façon de pouvoir faire l'opération parce qu'il avait des offres supérieures à la nôtre à Manchester United. On a trouvé ces formulations. Aussi, c'est grâce aussi à la volonté des joueurs de vouloir venir à jouer à notre club, il faut le dire. Et dans lequel la qualification à la Ligue des Champions, ça nous oblige à acheter un pourcentage extra des joueurs, autour de 10%, dans lequel on va augmenter la valeur, la pourcentage des joueurs qui est en possession de l'Olympique de Marseille. Allez, je crois qu'on en a encore deux, toi Bruno et Fabrice. Du coup, après Greenwood, on va parler de Rabiot. Pablo, je voulais juste savoir, est-ce qu'il a bien signé 2 ans? Est-ce qu'il y a un accord oral entre les deux parties? Si jamais Adrien Rabiot souhaite s'en aller, est-ce qu'il part librement ou pas? Et concrètement, est-ce qu'il vous a déjà dit, parce qu'il nous l'a dit, nous, en cours de saison, s'il y a la Ligue des Champions, je ne vais pas m'en aller pour cela, je suis venu pour cela. Maintenant qu'il y a la Ligue des Champions, est-ce qu'il vous a dit, je reste et je serai là la saison prochaine? Encore, il n'y a pas eu toutes ces différentes conversations, mais on a parlé de différents cas individuels dans lesquels on doit faire un point sur toutes les différentes situations individuelles. Je tiens seulement à dire une chose, et je l'avais dit ici, je crois que dans le mois de décembre, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme Adrien dans toute ma carrière, à niveau humain et à niveau exemplaire. Je ne parle pas du niveau des joueurs qui c'est très haut. Mais à niveau humain, quelqu'un avec le cœur d'Adrien, jamais je l'ai trouvé dans une équipe de football. Quelqu'un tellement exemplaire comme Adrien qu'il arrive le premier, il part le dernier. Et c'est ça la mentalité qu'on veut ramener à l'Olympique de Marseille. C'est les joueurs que si je dois en faire un exemple, et je ne vais pas manquer de respect à des autres, qui ont beaucoup contribué, qu'on a des très bons à l'intérieur. En Adrien, je dis à tout le monde, c'est un exemple. On veut continuer. Oui, on veut parler avec lui et lui donner sa importance. Oui, absolument. Pour nous, Adrien, ça doit être un joueur très important et dans lequel, et avec des autres, joueurs 4 dans l'effectif, parce qu'il ne faut pas s'oublier aussi de beaucoup de très bons joueurs qui nous ont beaucoup aidés, parce que ça ne serait pas juste. Mais quand Adrien Rabiot, ça peut être un symbole avec des autres très importants effectifs, de la transformation et stabilisation d'un club comme l'Olympique de Marseille, et de l'amener à un niveau stable européen en Ligue des Champions, j'aimerais qu'Adrien soit un de ces exemples.
Non, il y a ce type d'accord parce que naturellement, une parole, c'est toujours une parole. Et dans la vie, c'est une chose importante. Je n'aimerais pas, comme président, de devoir avoir ce type de conversation. Fabrice. Ouais, Pablo, tout à l'heure, on parlait des droits télé qui vont avoir un impact très important sur la vie du club, notamment. Est-ce que, avec la Ligue des Champions qui va arriver, les besoins de se renforcer dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que le club va réussir à monter un budget similaire à celui de cette année, voire un peu plus important, ou alors, sans droit télé, donc, ou avec cette incertitude, ou alors est-ce que Frank McCourt doit venir un peu à l'aide quelque part pour gommer tout ça? Je manquerai du respect de mon propriétaire si chaque année je dois lui appeler à l'aide. Dans ce cas, la relation de confiance ça serait rompue et je serais entre mauvais gesteurs du club, sincèrement. Le budget pour la saison prochaine, oui, ça va augmenter normalement pour toute l'activité liée à la Ligue des Champions. Ça, c'est quelque chose d'évident. Mais même avec une chute potentielle des droits de télévision en France, que c'est dans l'air, encore, on doit laisser travailler. Et je suis très content, et je l'ai dit ici, de l'arrivée de Nicolas de Tavernos, dans lequel on doit faire confiance. C'est un très bon spécialiste dans l'industrie. On doit lui laisser travailler pour voir les différents résultats dans une situation difficile. C'est normal que ces descentes des droits de télévision, c'est quelque chose qu'on a déjà en compte. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'économie liée à la Ligue des Champions, ça permet de stabiliser un budget d'une façon différente, que ça serait supérieur à celle qu'on avait cette saison. Et je répète, ça serait un manque de respect, penser que tu es un propriétaire toujours qu'il est à la